commencer par les spondyloarthropathies. Les spondyloarthropathies aussi, c'est des rhumatismes inflammatoires chroniques qui touchent l'adulte jeune, mais ici, c'est de sexe masculin. Dans les spondylarthropathies, il n'y a pas une seule maladie, il y a un groupe de maladies où on trouve la spondylarthrite ankylosante, la forme typique. Pour le rhumatisme psoriasique, donc vous connaissez le psoriasis, il y a certains patients qui ont le psoriasis cutanée, ensuite ils forment un rhumatisme. On a des arthrites réactionnelles, le rhumatisme des Mickey, le Crohn et les RCH. On a des SPA qui sont indifférenciés, les spondylarthrites chez l'enfant, forme juvénile, et le syndrome de Safre. Ce concept-là, donc un groupe de maladies, ces spondyloarthropathies, ils ont en commun que ça touche d'adultes jeunes de sexe masculin, entre 20 et 30 ans. L'élément primordial, la lésion élémentaire de ces rhumatismes-là, c'est les emphysopathies. Ce rhumatisme, il donne une atteinte axiale, ça veut dire le rachis avec les articulations périphériques et ou. Manifestation extra-articulaire, particulièrement l'atteinte oculaire l'UVI, ça peut donner aussi une atteinte cardiaque, une valvulopathie aortique. Il existe une prédominance de ce syndrome-là dans la maladie en présence de l'HLA B27. Il existe aussi des formes familiales. La question, donc, il faut faire un diagnostic précoce, il faut une prise en charge précoce pour améliorer, bien sûr, le pronostic. Les thérapeutiques, donc, il y a l'atteinte axiale, l'atteinte périphérique et l'atteinte extra-articulaire. Ça touche le 0,4 à 2% de la population générale. La pathogénie de cette maladie, comme la plupart des maladies auto-immunes, elle est mal connue. On évoque le rôle génétique par rapport à la présence de l'antigène HLA-B27. Et on évoque aussi le rôle probable des agents microbiens. Ces agents microbiens, on va les expliquer après. La lésion primordiale, c'est l'anthèse. L'anthèse, c'est quoi? C'est la zone d'insertion de ligament du muscle ou bien d'un tendon avec l'os. Et il va y avoir une phase inflammatoire, phase de fibrose et de cicatrice comme n'importe quelle lésion inflammatoire. Et la synovite, l'atteinte de la synoviale pour les arthropathies périphériques. On va décrire le modèle de ces spondylarthrite ankylosante. C'est la spondylarthrite ankylosante. La spondylarthrite ankylosante, c'est le rhumatisme, c'est un rhumatisme inflammatoire. On a une atteinte pelvirachidienne, donc il y a une atteinte du bassin, une atteinte du rachis. Comme son nom, donc spondylarthrite ankylosante. Ankylosante, ça veut dire ça donne une ankylose, une raideur. Donc ce rhumatisme-là, il a tendance à ankyloser ou à souder l'articulation. Il y a aussi une atteinte fréquente polyanthisopathique. Polyanthisopathique, donc l'anthisopathie, c'est l'insertion capsulo-ligamentaire ou tendineuse avec l'os. Il y a une forte association avec l'antigène HLA-B27. Ça touche 0,1-0,2% de la population avec une prédominance masculine. Cette population, elle est jeune, entre 20 et 30 ans, et la fréquence élevée de l'antigène HLA-B27 dans cette forme-là essentielle. Donc, la physiopathologie, donc c'est la fréquence de l'antigène HLA-B25. Donc, il y a un terrain génétique qui est retrouvé. Il y a l'incrimination aussi des micro-organismes. Pourquoi on a incriminé les micro-organismes? Parce que dans les arthrites réactionnelles qui font partie des spondyloarthropathies, donc il y a un germe microbien qui s'est introduit dans le corps, il est génital ou digestif, et après on déclenche une maladie inflammatoire rhumatismale. Donc il se peut que ce gène-là,
En présence de l'antigène HLA-B27, il peut générer, ou bien on peut développer cette maladie. Donc, c'est le rôle de ce micro-organisme. Rôle de l'intestin. Donc, ainsi, dans l'intestin, on pourra dire c'est inflammatoire ou bien c'est infectieux aussi. Pour l'intestin et pour la peau, pour le rhumatisme psoriasique ou bien pour les colites. Donc, il y a une intégrité de la surface de l'intestin ou bien il y a une lésion au niveau de la peau et ça laisse passer certains germes qui pourront être la cause de déclenchement de ce rhumatisme-là. Au total, il s'agit probablement, ces spondylarthropathies sont une réponse immunitaire anormale d'origine génétique à des micro-organismes en contact avec les muqueuses. La cible, c'est l'anthèse, voilà, comme ici c'est le tendon d'Achille, là c'est l'anthèse, c'est l'insertion du tendon avec le calcanéum. Ce rhumatisme-là commence généralement, le début commence généralement soit par une atteinte des sacroiliaques ou bien une atteinte rachidienne, le plus souvent des lombalgies. Donc, les douleurs sont fessières, ce sont des patients qui viennent vous dire qu'ils ont des douleurs fessières hautes ou bien des sciatalgies tranquilles, ça veut dire que ça ne dépasse pas le creux poplité. Et ou bien des rachialgies, particulièrement les lombalgies qui sont de type inflammatoire. Les lombalgies, quand ils sont, bon, c'est banal ce symptôme-là, mais c'est la lombalgie inflammatoire. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est une douleur permanente qui n'est pas soulagée par le repos? Chez un sujet jeune, parfois, quand il vous dit le matin, quand il se lève, il a une raideur. Quelqu'un qui a 20-30 ans, normalement, il n'y a pas de raison d'avoir des raideurs le matin. Donc, il se plaint de ces raideurs-là du matin, il se réveille difficilement. Ensuite, ce sont des douleurs qui s'améliorent dans la journée. Ça doit attirer votre attention et dire qu'il s'agit probablement d'un rhumatisme inflammatoire qui est le spondyloarthropathie. Vous allez examiner votre patient à la recherche, bien sûr, d'une limitation de la mobilité du rachis et à la recherche aussi d'une atteinte des sacroiliaques par des manœuvres appropriées, les manœuvres des sacroiliaques. On va les voir plus tard dans l'examen physique d'un spondylarthrite. Si les douleurs siègent au niveau des rachis dorsales, on va avoir des douleurs, des dorsalgies. Et aussi, il y a cette particularité des douleurs thoraciques antérieures, intercostales, surtout de la paroi antérieure, qui simulent parfois des douleurs pseudo-angineuses. L'atteinte articulaire périphérique, les rhumatismes pratiquement tous s'accompagnent d'atteinte articulaire. La particularité des spondyloarthropathies, c'est qu'ils ont des mono- ou polyarthrites asymétriques des grosses articulations des membres inférieurs. C'est les grosses articulations. L'atteinte articulaire de la polyarthrite rhumatoïde, la particularité, c'est qu'elle donne des arthrites, des petites articulations des extrémités distales. Les anthésopathies, donc c'est les thalalgies, c'est les endroits, ce siège au niveau le plus souvent, c'est les douleurs du talon, bien le tendon d'Achille. On peut les voir au niveau, c'est là où il y a l'insertion tendineuse en fait. C'est au niveau du genou, au niveau de l'épaule, mais cette partie de talon, c'est un endroit un peu spécial, ça donne une aponevrosite plantaire. Les manifestations oculaires, c'est une UVI qui se déclenche, bien elle est décrite comme le patient va vous voir pour un œil rouge douloureux. À la phase d'état, on va avoir un syndrome pelvien. Un syndrome pelvien, donc c'est une douleur qui réveille le patient avec de type inflammatoire, le siège au niveau fessière. À l'examen clinique, ici, regardez, les décrites comme ça. Donc, les signes qu'il faudra rechercher au niveau lombaire, c'est les signes rachidiens, lombaires ou dorsal ou cervical. Ce sont des douleurs. Il faut bien examiner votre patient. Il faut rechercher au niveau dorsal, il ne faut jamais oublier les côtes, insertion chondrocostale ou sternocostale, qui sont très douloureuses chez ce genre de patient.
Bien, il faut rechercher les raideurs articulaires par démonstration, par la distance doigt-sol, pour l'indice de Schaubert, l'ampliation thoracique, cervicale, démontant sternum, on verra par exemple, articulaire des membres. Donc, la particularité de la spondyloarthropathie, c'est qu'elle donne des oligoarthrites, des grosses articulations des membres inférieurs, particulièrement les genoux et les chevilles. Les monoarthrites sont moins fréquentes. Les polyarthrites sont plus fréquentes dans les formes associées à un psoriasis. L'atteinte de la hanche, elle est redoutable, donc c'est un critère de sévérité de la polyarthrite aussi. L'atteinte de la hanche, donc c'est l'atteinte de la hanche, c'est une atteinte grave. Elle survient d'ailleurs la hanche généralement quand soit elle inaugure la maladie, soit elle survient très précocement dans les 5 premières années de l'évolution de la maladie. L'atteinte anthésitique, donc c'est des douleurs des anthèses. Plus fréquemment, c'est des thalalgies quand ça siège au talon, douleurs près du genou quand ça siège au niveau du tendon rotulien, le gros trochanter au niveau de la hanche, dans le crâne, au niveau des huméraux. Ça dépend du siège. C'est une douleur provoquée à la pression ou bien la mise en tension de l'anthèse, étirement et contraction contre résistance du tendon ou s'insère ou le tendon de l'anthèse. L'atteinte extra-articulaire, elle est prédominée par donc, la fatigue. Vous devinez que quelqu'un qui a un rhumatisme inflammatoire chronique doit être asthénique. L'atteinte oculaire, c'est l'uvéite qui atteint dans 25% des cas. La particularité, c'est une uvéite aseptique, récidivante. Le plus, si on ne la traite pas rapidement, elle peut évoluer, de devenir chronique, évoluer vers la cécité. L'atteinte cardiaque, c'est l'insuffisance aortique, valvulopathie, et parfois, on a trouvé des cas avec le 1B, avec bloc auriculo-ventriculaire. Les autres atteintes organiques, c'est l'atteinte pulmonaire, digestive. Digestif, là, c'est pas le Crohn, le RCH, donc quelqu'un qui peut avoir un Crohn RCH, mais on peut avoir aussi une lésion inflammatoire intestinale qui n'est ni Crohn ni RCH, ça s'appelle une colite inflammatoire non spécifique, qu'on a aussi dans nos consultations. L'atteinte rénale, c'est surtout l'amylose. L'atteinte osseuse, c'est l'ostéoporose, avec raréfaction trabéculaire et corticale, avec augmentation des fractures par rapport à la population générale. La radiographie, le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde, on a dit c'est un diagnostic clinique et biologique. Les spondylarthropathies, elle a une expression clinique et beaucoup plus radiologique. On demande normalement une radiographie du bassin, bien un grand cliché dorsal-invétéré tumoral, prenant les sacro-iliaques, ou bien des clichés centrés sur la charnière dorso-lombaire où il y a les anthèses. Quels sont les signes qu'on peut trouver au niveau des sacro-iliaques? C'est très spécifique de la spondyloarthropathie. L'atteinte des sacro-iliaques, elle évolue en 4 stades. Stade 1, pseudo-élargissement et du flou. Stade 2, l'irrégularité et l'érosion. Stade 3, c'est la condensation. Stade 4, c'est l'ankylose, c'est-à-dire la soudure de l'articulation. Ici, une radiographie normale, on a l'articulation des sacro-iliaques, coxo-fémorale, le symphyse pubienne. Regardez ici, condensation avec un pincement de l'articulation sacro-iliaque. Regardez là, disparition des sacro-iliaques, ça c'est le stade 4. Regardez ici, stade 4 avec atteinte des hanches, un pincement et une symphysie. La symphysie pubienne aussi, elle évolue avec, comme les stades radiologiques de la sacro-iliaque. Regardez ici, on a un pseudo-élargissement là, la sacro-iliaque elle est élargie, alors que c'est une déminéralisation subchondrale avec des aspects en thème opposé. Parfois, je dis n'importe quoi. Facilité, pas d'organisme. Ici, sur le scanner, on peut avoir l'irrégularité. Ici, un pincement. C'est des lésions qui sont plus précoces
que l'atteinte sur la radiographie centrale, ici, le sacroiliac. Regardez la densité osseuse, une ostéocondensation avec irrégularité de la surface articulaire. Là, c'est la disparition totale, c'est une ankylose de toute l'articulation du sacroiliac. Regardez ici, c'est une ankylose du sacroiliac avec une hypoxie. Vous voyez l'atteinte ici de la hanche, de la hanche ici par rapport à celle-là. Il y a un pincement avec irrégularité. Regardez ici, la surface, elle est régulière. Regardez ici, soudure de la articulation sacroiliaque sur l'image de l'IA, de scanner. La même chose, regardez les irrégularités qui portent sur la berge iliaque. Regardez là, ici une radiographie normale. Regardez le stade 4, fusion du sacro-iliaque. Au niveau du rachis lombaire, on peut avoir ces mises au carré. Regardez, donc ici, ces bords-là vont être émoussés et la vertèbre, elle va perdre ses courbures, des signes de faiblesse de rachis, long du rachis. Regardez ici une rectitude, une mise au carré et ses pans osseux. Là, 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 là et là. Les pans osseux. Regardez une ankylose avec pincement spondylodicite, la vertébrale. Les spondylodicites avec des pans osseux, donc c'est l'union entre le syndesmophyte supérieur et le syndesmophyte au niveau le sus et le sous, donc ils vont se souder des pans osseux avec des spondylodicites inflammatoires. Ça, c'est une personne qui va venir avec une raideur, une ankylose de son rachis cervical. Ici, regardez la mise, cette vertèbre-là qui a perdu sa forme et la mise au carré. Ça, c'est le syndesmophyte. Il y a quelques années. Ça, au début, il n'y avait pas des pans osseux. Ensuite, regardez la différence des pans osseux. Ça, c'est la même patiente des années plus tard, avec des pans osseux qui prédominent généralement la charnière dorso-lombaire. Et ici, quand il y a plusieurs pans osseux syndesmophiques, on aura une colonne en bambou. Regardez les syndesmophiques ici avec une déminéralisation et une spondylodicite. Ça, c'est les empésies. Ça, c'est une image de l'IRM, c'est l'œdème osseux. C'est cette personne-là qui a l'air d'être normale. Ça, c'est l'œdème osseux. Ça, c'est l'épine calcanéenne. Aspect hérissé de l'aspect hérissé du talon. Ça, c'est la calcification d'Achille, une épine calcanéenne. Là, c'est la même chose, les épines. Voilà. Les arthrites, on a des formes érosives, des formes ankylosantes et des formes sinistosantes. Biologiquement, il n'y a rien de spécial à part un syndrome inflammatoire qui n'est pas très élevé. Il existe des formes axiales pures, donc les formes cliniques, soit des gens qui ont seulement l'atteinte axiale, seulement des gens qui ont atteinte périphérique et des gens qui ont une forme de spondylarthropathie avec une expression polyanthésique. On a des formes masculines et des formes féminines. Les parents féminines, apparemment, ils disent que c'est moins grave. Et les formes aussi chez l'enfant et chez le sujet âgé. Le diagnostic différentiel se fait avec les autres rhumatismes inflammatoires. Quand on a une atteinte de la sacroiliaque isolée, quand elle est unilatérale, c'est comme une monoarthrite, il faut éliminer ce qui est infectieux. Quand on a une densité de la sacroiliaque, il y a l'ostéose iliaque qui est une lésion banale qui se voit chez certaines personnes. La sacroiliaque chez l'enfant ou bien chez l'adolescent ou bien l'arthrose. Les pans osseux qui ressemblent ici au syndesmophyte, ce n'est pas des syndesmophytes, c'est l'arthrose, c'est les ostéophytes. Ici, il y a une évolution horizontale. Ça, c'est l'hyperostose ankylante. C'est des ostéophytes qui sont très importants.
La douleur, elle est mécanique ou inexistante de découverte fortuite, c'est la maladie de Forestier ou bien l'hyperostose vertébrale ankylosante. La SPA, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique qui évolue par poussée, rémission, et ça commence par la douleur et moins de raideur. Ensuite, la raideur s'installe et la douleur disparaît progressivement. Quand il y a une raideur totale, la douleur, elle est moins importante qu'au départ. Il existe des autres spondylarthropathies d'arthrite réactionnelle, on va faire un cours à part. Il existe le rhumatisme psoriasique chez la population, chez des gens qui ont le psoriasis. Ils développent un rhumatisme avec une prédominance de la teinte périphérique. Vous allez trouver des lésions cutanées, mais rarement ça manque, dans certains cas très rares, quand ça manque. Et on a l'association avec le HLA-B25, 25%. Généralement, ça ressemble beaucoup à la polyarthrite rhumatoïde, mais ça donne une atteinte des interphalangiennes distales. On a une atteinte périphérique, une atteinte axiale ou les deux. Et ça, elle se traite comme pratiquement la polyarthrite rhumatoïde. Regardez, ça donne un doigt en saucisse, des doigts en saucisse avec ces lésions-là, c'est les lésions du psoriasis, même sur la peau. La même chose, on en fait en saucisse. Les manifestations aussi cliniques, les rhumatismes qui sont liés à l'atteinte avec Crohn et PH, ça donne la même chose, soit une SPA, soit une atteinte périphérique. Le SAPHO, donc c'est le SAPHO, c'est synovite, acné, conglobata, pustulose, hyperostose sternoclaviculaire, ostéite, amicrobienne. Là, les SPA indifférenciés. Les facteurs de mauvais pronostic, vous les avez sur votre document. Pour les critères diagnostiques, on utilise des critères amorphes qui sont pratiquement tous cliniques à part la radiographie du bassin. On a des critères aussi de la SAS. Le traitement. Le traitement donc, a pour objectif de traiter l'inflammation, la douleur, prévenir la raideur et l'ankylose et les déformations. Le traitement angulaire ici dans la spondylarthropathie, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens pour la forme axiale. Les antalgiques peuvent être utilisés pour l'épargne des anti-inflammatoires, les ANS comme on les a vus dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est la même chose, les mêmes doses, les mêmes effets secondaires. Les corticoïdes ne sont pas efficaces dans la spondylarthropathie, sont peu efficaces et ils sont utilisés pour le traitement local, c'est la même chose. Les traitements de fond qu'on utilise quand on a surtout une atteinte axiale, c'est les anti-inflammatoires. Ensuite, s'il ne répond pas aux anti-inflammatoires, on passe aux anti-TNF, de la même façon que dans la polyarthrite rhumatoïde. Par contre, la forme périphérique, on peut utiliser les anti-inflammatoires, sinon les traitements de fond, le métaux, la salazopérine, les flunomides, comme déjà enseigné dans la polyarthrite rhumatoïde. La rééducation au traitement physique, ça prose donc beaucoup, donc ça donne des traitements importants. Il est prescrit en même temps que le traitement symptomatique pour éviter les déformations, l'ankylose et prévenir l'atteinte de fléchant de la hanche et tout. Et surtout, les gens, vous savez que le spondylarthrite, il a une façon de marcher, donc toujours, ce sont des gens qui, à force d'être ankylosés de son rachis, ils ne peuvent plus voir l'horizon. Quand vous, eh bien, ça c'est l'orthèse, si quelqu'un, malgré ce que vous faites, il est en train de se courber en avant, il vaut mieux mettre le corset de Schwein qui va réduire ou bien qui va prévenir la déformation en antérieur pour que les gens gardent l'horizontalisation du regard. Traitement local comme l'ampullaire, le traitement chirurgical, la même chose, sauf que pour l'atteinte vertébrale, elle est très difficile, voire même impossible. Voilà, il nous reste 2-3 minutes. Vous avez des questions? Je vous entends? Docteur,
Est-ce que vous avez des questions? Le traitement de la spondylarthrite ankylosante, le traitement, donc, comme on a dit, dans la polyarthrite rhumatoïde, le traitement de fond, dans le traitement symptomatique et un traitement de fond. Dans les spondylarthropathies, le traitement symptomatique, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est le traitement de référence des spondylarthropathies forme axiale pure, quand il y a seulement l'atteinte rachidienne. Donc, bien sûr, les anti-inflammatoires, vous allez les donner de la même façon que dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, il faut une protection digestive, il faut surveiller l'atteinte rénale, cardiaque et tout le reste. Il faut les donner de préférence le soir parce que les patients font des poussées le soir. Vous pouvez donner aussi les antalgiques pour soulager le patient et pour l'épargne des anti-inflammatoires, pour ne pas donner de fortes doses d'anti-inflammatoires. Les corticoïdes par voie générale sont peu efficaces, sauf pour les infiltrations quand il y a une tendinite ou bien une emphysite. Les traitements de fond qu'on utilise quand on a une atteinte axiale pure, ça veut dire qu'il n'y a que l'atteinte des sacroiliacs du rachis. Si les anti-inflammatoires sont inefficaces, on passe aux anti-TNF directement. Par contre, si vous avez une atteinte périphérique, les autres traitements, les traitements qu'on utilise comme traitement de fond dans la spondylarthropathie avec atteinte périphérique, c'est la salazopérine, le méthotrexate, les flunomides. Pour le rhumatisme psoriasique, c'est les mêmes traitements et s'ils sont inefficaces, on passe aux anti-TNF. Non, les vidéos ne sont pas sur YouTube. Le traitement physique, il fait partie du traitement de fond. Le traitement physique, il fait partie du traitement, de la prise en charge primordiale du spondylarthritique. On a vu que le traitement ce rhumatisme-là, c'est un rhumatisme inflammatoire. Dans une inflammation, ensuite, il soude les articulations. Donc, la rééducation, elle fait partie prenante du traitement dès le départ. Donc, quand vous écrivez l'anti-inflammatoire, vous mettez d'emblée la rééducation pour prévenir les déformations et l'ankylose chez ces patients-là. Et ensuite, s'il y a, bien sûr, quand quelqu'un, malgré ça, il y a l'ankylose, il vaut mieux qu'il s'ankylose dans une position fonctionnelle, comme ce patient, comme le corset de spine, pour préserver l'horizontalisation du regard. Le traitement de fond, il est prescrit de la même façon comme il est prescrit dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est les doses de 10, par exemple le méthotrexate, de 10 à 25 mg. On a une dose hebdomadaire, le méthotrexate, on donne une prise par chaque semaine. On ajoute l'acide folique et on fait des surveillances au début chaque 2 semaines, ensuite chaque mois, ensuite chaque 3 mois. Ça dépend de votre patient et le degré de l'atteinte. On fait un contrôle biologique, l'hémogramme, le bilan inflammatoire pour voir si votre traitement a donné de bons résultats et le bilan hépatique et rénal. Le contrôle radiologique, ça dépend de vous. Quand on est un centre de recherche, quand on ne l'est pas. Au début, c'est chaque 6 mois, les 2 premières années, ensuite chaque année. Et selon l'articulation, bien sûr, atteinte. Est-ce que vous avez des questions? Je ne suis pas en train d'entendre malgré qu'on a libéré normalement vos micros.
Est-ce que vous avez des questions? Bien sûr, le sport, il est conseillé. Donc, le sport est conseillé chez nos patients, particulièrement la natation. La natation pour le dos. Le sport, l'idéal pour ces patients, c'est la natation et la gymnastique. Gymnastique vertébrale et tout. Parce que ces patients, il faut faire coûte que coûte les laisser souples. L'association chez le même patient, c'est exceptionnellement rare, mais ça existe. Ça existe. On a vu dans ma vie, peut-être que j'ai vu 2 cas, ça existe. Pour l'exposition au froid et à chaleur, je vous ai dit à chaque fois, il y a des gens qui répondent mieux et qui supportent mieux la chaleur, il y a des gens qui supportent mieux le froid. Donc, c'est une susceptibilité individuelle. Il ne faut pas exiger la chaleur obligatoirement pour ces patients ou bien le froid. La radio de profil n'est pas indispensable parce qu'on cherche le pincement en fait. Sur le profil, ça ne se voit pas. Il y a la superposition de plusieurs images et on voit très mal le profil de la main. D'ailleurs, même en traumatologie, comme vous l'avez vu, c'est très difficile. On fait généralement le 3/4 roulé ou bien un doigt, mais la main, ça ne donnera pas vraiment ça ne nous aide pas pour le diagnostic. Donc, la phase. Quelle est la durée du traitement? Vous parlez de quelle durée? Oui, le traitement, quand on a une polyarthrite rhumatoïde, il faut commencer le traitement le plus tôt possible. On n'attend pas les déformations. Le traitement de fond sont faits pour prévenir les déformations. Si on arrive à une déformation, ça veut dire que c'est un échec, c'est le traitement qui n'était pas efficace ou qu'on a démarré le traitement tard. Non, le traitement de fond dans la polyarthrite rhumatoïde est commencé en même temps que le traitement, dès que on met le diagnostic. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? La polyarthrite rhumatoïde, donc la polyarthrite rhumatoïde, la lésion, c'est du point de vue physiopathe. Il y a atteinte dans la polyarthrite rhumatoïde. On l'a dit qu'il y a une atteinte de la synoviale, de l'articulation périphérique. À partir il y a une formation du panus synovial et ce panus synovial-là, il devient très agressif pour l'articulation, il détruit l'articulation et l'os sous-jacent. Pour les spondyloarthropathies, le mécanisme physiopathologique n'est pas connu pour les deux, en fait. Mais l'atteinte de la spondyloarthropathie, il y a beaucoup plus atteinte de l'anthèse. Il y a l'atteinte de l'anthèse et à partir de l'anthèse, il y a propagation de l'inflammation vers la synoviale et ça donne une inflammation. Et puis, il y a la soudure de l'articulation. Il y a des formes ankylosantes et des formes non ankylosantes. Et du point de vue biologique, la PR, elle donne des perturbations immunologiques, la SPA, non. Ça fonctionne. Quel est l'examen de certitude? Le bilan immunologique. Oui, c'est une maladie, pour la biologie de la polyarthrite rhumatoïde, on a une maladie, on a une perturbation biologique, on a surtout le facteur rhumatoïde, les anti-CCP, parfois les anticorps antinucléaires. Le bilan qui est plus en faveur de la polyarthrite rhumatoïde, c'est les anti-CCP, qui sont plus spécifiques de la PR.
parce que le facteur rhumatoïde, on peut le trouver positif dans l'APR et dans pas mal d'autres pathologies. Quand il est positif, c'est pas sûr que ce soit une PR. Quand il est négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la PPR. Mais quand on a les anti-CCP qui sont positifs, on est plus en faveur de la polyarthrite rhumatoïde que pour un autre rhumatisme inflammatoire. La spondylarthropathie, c'est une maladie inflammatoire, sûrement auto-immune, mais on n'a pas de marqueur de bilan. Le bilan antinucléaire, enfin l'auto-immunité, est négative. Oui, je vous ai dit, il y a les critères diagnostiques pour le facteur de mauvais pronostic, il faut les lire et s'en savoir pourquoi le facteur de mauvais pronostic pour la PR, ainsi que les facteurs de mauvais pronostic pour les spondyloarthropathies, ils sont sur dans votre bouquin. On ne peut pas tout faire parce qu'on est limité ici par le temps, c'est tout, sinon il n'y a pas de problème. Pour le traitement de fond, pour la polyarthrite rhumatoïde, il faut le début même sans déformation. Pour le diagnostic, il faut respecter les critères diagnostiques qu'on a sur vos documents. Pour le diagnostic, le APR au départ, bien sûr, il faudra éliminer les autres diagnostics. Si vous retenez l'APR, vous commencez d'emblée le traitement de fond. Aucune idée, la vidéo, ce sont des vidéos privées, je les avais ramenées sur des CD personnellement de France. Je ne sais pas si ça existe, mais vous pouvez toujours consulter le Google, vous allez trouver pas mal d'images, même si ce n'est pas la même. Comment on examine un rachis, comment on examine le genou, enfin, de toute façon, j'espère qu'on aura le temps de faire une séance TD et je vous montre les vidéos comment on fait l'examen clinique. C'est comme quand vous avez fait en sémiologie, mais en TD, ce sera mieux. Je ne sais pas si je pourrais faire le partage, mais on va faire des séances, Inch'Allah. Parce que le départ, on est... Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie beaucoup. Travaillez bien et attention, restez chez vous. Si maintenant l'épidémie elle est en train d'augmenter, enfin, diffusez les conseils d'hygiène et tout à votre entourage. Je vous remercie. Rabbi yahfadkom, Inch'Allah.